Bonjour et bonsoir, chers amis qui suivez 5 sur 5 médias émettant en partie de Washington DC, aux États-Unis d'Amérique. Une fois encore, c'est moi, votre ami et serviteur Mac Lushimba, que les amis appellent Big Mac, qui revient encore dans mon programme Franc-Parler. Aujourd'hui, j'aimerais un peu parler d'un phénomène qui est en train d'avoir lieu en Afrique centrale, spécialement dans la région des Grands Lacs, que moi je nomme la jungle politique du Congo, Rwanda et Burundi. Avant d'en parler, j'aimerais souhaiter mes vœux les meilleurs à tous mes amis, ma famille et les téléspectateurs qui souvent nous suivaient pour cette année 2016. Que cette année soit vraiment une année de grâce, de longévité, de prospérité et que Dieu vous soit tellement si bon qu'il vous octroie tous les désirs de votre cœur. Et je ne commencerai pas sans souhaiter les meilleurs vœux aussi à l'équipe de 5 sur 5 médias qui, au moyen de la technologie, vraiment nous aide à répandre le message pour réveiller la conscience de nos amis, de nos frères au pays, en Afrique et dans le reste du monde. Comme j'ai dit, aujourd'hui, j'aimerais un peu parler de la jungle politique qui est en train d'avoir lieu au Congo démocratique, au Burundi et au Rwanda. Selon mes analyses, je suis parvenu à prélever quelques points similaires de la façon dont la politique est en train d'être faite dans les 3 pays que je viens de mentionner. Comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Regardons un peu ce qui est en train de se passer au Congo. Si vous suivez les news, les nouvelles, les infos à travers le monde, vous voyez que le gouvernement congolais est en train de peiner vraiment à diriger le pays convenablement dans le respect de la Constitution. Donc, il y a un exercice qui est en train de se dérouler, c'est-à-dire on est en train de tout faire sciemment pour bloquer les choses, saper la Constitution et vouloir créer un grand désordre qui, par après, profiterait aux gens qui sont au pouvoir pour réaliser ce qu'eux-mêmes appellent le glissement, c'est-à-dire ce système qui leur permettrait de ne pas lâcher le pouvoir, donc de rester au pouvoir illégalement pendant un temps tellement si long si le peuple ne fait pas attention, ne s'élève pas pour s'intéresser et aussi avoir le dernier mot. Alors remarquez très bien, ce qui est étonnant, c'est que dans un pays comme la République démocratique du Congo, un pays légendairement connu comme étant l'un des pays les plus riches de la planète Terre sur le plan des matières premières. On a un gouvernement qui est en place, le gouvernement de Joseph Kabila, qui est en train de totaliser maintenant, donc une dizaine d'années après avoir gobé dans une transition là-bas, c'est presque 15 ans que Kabila et ses hommes sont au pouvoir. C'est-à-dire qu'ils connaissent le système très bien, ils connaissent le peuple congolais très bien, et au lieu d'être les serviteurs de ce peuple-là, ce qui est étonnant, c'est qu'on voit que ces gens-là veulent maintenant s'ériger en maître absolu. Et quand vous regardez très bien,
le Congo ne doit pas manquer d'argent. Le gouvernement a avancé une raison qu'il y aurait un peu une perturbation dans le programme de l'organisation des élections en 2016, c'est-à-dire cette année qui vient de commencer. Donc, cette perturbation viendrait, c'est-à-dire d'un défaut financier, c'est-à-dire le Congo manquerait ou bien manque de fonds pour organiser des élections dans un délai normal et d'une manière parfaite. Excusez-moi, mais curieusement, il y a eu un homme, un Anglais là, qui a proposé au gouvernement congolais que si vous dites que vous manquez de fonds, les Anglais étaient prêts à débourser 550 millions de dollars américains pour organiser ces élections-là. Puisqu'il faut commencer avant le temps. Au lieu d'attendre pour commencer maintenant à faire les choses à la hâte et donner encore une fois raison au diable. Ce qui nous a un peu étonnés, nous les Congolais, au pays et en dehors du Congo, c'est que le gouvernement congolais, par la bouche de son porte-parole, M. Lambert Mende, a rejeté cet argent. Alors ça montre clairement que nous avons des gens, des personnes mystérieuses au pouvoir au Congo. Quand vous dites que vous manquez d'argent, vous manquez de fonds pour organiser une élection et que quelqu'un de bonne volonté montre ça, bonne volonté, en disant que pour qu'il n'y ait pas de désordre au Congo, puisque selon les échanges de paroles, là-bas, la tension politique, qui est encore toute petite, est en train de s'agrandir et on finira par quelque chose qui ne va pas plaire les gens dans ce monde. Alors pour éviter tout ça, on dit l'homme prudent voit le mal de loin. Et c'est dans les problèmes, dans des difficultés, que l'on voit des vrais amis. L'Angleterre a proposé de donner des fonds au gouvernement congolais pour organiser les élections. Mais le gouvernement congolais a rejeté ça. Alors, c'est qui nous montre clairement que tous les discours des gens qui sont au pouvoir au Congo ne sont que des paroles. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ne sont pas honnêtes. Des gens qui ne veulent pas lâcher le pouvoir, qui sont en train de chercher par tous les moyens des raisons pour coller au pouvoir et prendre le peuple congolais en esclavage. Alors cela nous pousse à nous poser des questions. Dans un régime qu'on dit démocratique, pourquoi ces gens-là doivent agir de la façon? Alors, c'est vraiment bizarre. Alors, ça montre clairement que ces gens ont beaucoup de choses qui sont en train de se reprocher. Et leur façon de se sentir en sécurité, c'est de coller au pouvoir parce que en exerçant le pouvoir, ils sont en train de jouir d'une sorte de sécurité et d'une sorte d'immunité. Comme l'a dit d'ailleurs un sage africain dans une émission que j'ai suivie là-bas. Il a mentionné qu'il remarquait les présidents africains, beaucoup d'entre eux, la majorité d'entre eux, ont trop de choses à se reprocher. C'est pour cela qu'ils ne veulent pas lâcher le pouvoir. C'est ce qui est vraiment étonnant.
au Congo démocratique, au lieu de privilégier le respect de la Constitution, on voit que le pouvoir en place est en train de faire tête dure, de privilégier ce qu'eux-mêmes appellent un dialogue inclusif, qui est anticonstitutionnel. Ils sont en train de tout faire pour mettre la Constitution de côté, de minimiser la valeur, la force de la Constitution pour promouvoir quelque chose qui est anticonstitutionnel. Et dans leur façon de faire la politique, si vous remarquez, c'est ce qu'on appelle, ils ont trop de calculs politiciens. Et parmi ces calculs politiciens, moi j'ai remarqué le découpage territorial du Congo, c'est-à-dire en plusieurs provinces, qui sont maintenant 26 provinces. Ils les ont fait en mettant la charrue devant les bœufs. C'est-à-dire, ils n'ont pas de fonds, ils n'ont pas de moyens. Mais comment pouvaient-ils découper le Congo en plusieurs provinces sans élection, sans fonds, sans moyens pour parvenir à réaliser ce projet-là très bien? Et remarquez maintenant aujourd'hui, à la tête de ces provinces, il n'y a pas d'élection pour nommer, pour voter les gouverneurs qui doivent diriger ces entités-là. Il y a des délégués que Joseph Kabila et ses sbires ont mis là-bas et qu'ils ont nommé les commissaires spéciaux. Et ce qui nous fait revenir dans le système de Mobutu, des commissaires d'État. C'est-à-dire, c'est déjà une dictature qui est en train de prendre racine. Et le peuple congolais doit vraiment faire attention. Si nous ne nous réveillons pas, si nous ne retroussons pas nos manches à temps, ces gens-là vont nous monter sur les genoux, sur la tête, et demain, nous serons des esclaves. On n'aura même pas un mot à dire dans ce pays-là. Parce que remarquez, il y a maintenant un cafouillage dans le système politique. Tous ceux qui ont quitté la majorité présidentielle, ou bien le PPRD qui est le parti de Joseph Kabila, on est en train de les traiter, c'est comme si on est dans la jungle, comme je l'ai dit. Ils n'ont pas droit à la parole, ils n'ont pas droit même au déplacement, donc les gens ne sont plus libres de voyager, même à l'intérieur du pays. On est en train de les mettre les bâtons dans les roues. Pendant ce temps, il y a les gens du PPRD et de la majorité présidentielle qui sont en train de faire le tour du Congo, de parler, donc, de jouir d'une liberté qui est même un libertinage, c'est ce que moi je peux dire, de dire n'importe quoi et de nous montrer déjà leur force. C'est vraiment dangereux, car ça présage déjà que le Congo est en train d'être dirigé par des gens qui, au départ, ne sont pas honnêtes. Pendant toutes ces années, ils ont fait semblant de nous montrer un visage doux, calme, mais dans leur fort intérieur, ce sont des gens qui avaient des calculs politiciens. Comme les sages disent, eh bien, tromper, il en restera toujours quelque chose. Vous pouvez vous cacher derrière donc des styles de façade, des manières là-bas de façade, mais votre nature profonde, votre nature véridique finira par sauter aux yeux de tout le monde. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Et ils s'en foutent, quand vous remarquez, comme je l'ai dit dans leurs discours et leurs actes, c'est comme s'ils veulent dire, ils ont déjà étudié le comportement des Congolais, ils connaissent les Congolais à fond, plus que Dieu lui-même, et ils ont déjà eu une sorte de garantie qu'ils vont faire ce qu'ils sont en train de planifier facilement, et les Congolais ne feront rien. Et ce qui est dangereux. Parce que la vérité, c'est quoi? Personne ne peut se prévaloir donc de capacités
qui pourront donc l'amener à dire qu'il connaît telle ou telle personne mieux et qu'il peut manipuler ces personnes-là. Nous voulons éviter des surprises au Congo démocratique. C'est pour cela, en tant qu'intellectuels, nous sommes toujours aux aguets en train de lancer des messages, de faire des émissions pour que nous puissions réveiller la conscience des peuples. Pour le cas du Congo, vraiment, nous demandons au pouvoir. Il est temps. Il est temps vraiment que vous puissiez savoir votre rôle. Pourquoi vous êtes à la tête du pays? Ce que le peuple congolais attend de vous, ce n'est pas de prendre ce peuple en otage, de le tourner en esclave, de faire tout ce que vous voulez, sans limite. Non, ce n'est pas ça le sens du pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de vous réjouir. Ne regrettez pas demain. Si la balle n'est plus dans votre camp, ou bien si les choses ne tournent pas selon ce que vous êtes en train de planifier. Nous ne voulons plus des gens qui s'en foutent, des gens qui ne tiennent plus compte de la Constitution et qui ont leurs calculs là-bas. Quand les choses vont tourner mal, ils vont commencer maintenant à demander des pardons kilométriques là-bas. En tant que peuple congolais, nous n'allons pas accepter vos pardons, car c'est le moment de faire les choses convenablement, le moment d'écouter la voix du peuple. Alors vous avez remarqué, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses que ces gens-là se reprochent. Et ce qui est inquiétant, c'est que nous vivons dans une région que nous appelons la région des Grands Lacs, où un acte politique entraîne des antécédents et se connecte facilement à d'autres pays, à d'autres nations, à d'autres peuples, et va nous entraîner dans l'engrenage d'un grand désordre encore. Alors vous remarquerez très bien que notre peur, en tant qu'intellectuel, c'est que nous commençons maintenant à voir un lien flou, sombre, entre la République démocratique du Congo, c'est-à-dire les gens qui sont au pouvoir au Congo aujourd'hui, et ceux qui sont au pouvoir au Rwanda, et même ceux qui sont au pouvoir au Burundi. C'est pour cela que j'ai dit qu'il y a une sorte de jungle politique au Congo, au Rwanda aussi. Dans sa stratégie, remarquez, Paul Kagame, le dictateur du Rwanda, a eu aussi sa façon de jouer le jeu. Comme dans son pays, il y a ce que lui-même appelle, c'est-à-dire la stratégie de la promotion des femmes là-bas. Il a créé un parlement, ce n'est pas un Sénat là-bas rempli de femmes, tout en sachant que ces femmes ne feront rien. Ce sont des gens, si vous remarquez très bien, des gens qu'on a ramassés par-ci, par-là, qui n'ont aucune expérience politique. Et les autres qui sont là-bas comme des moutons de Panurge, qui ne savent pas ce qu'il faut faire là, mais dans un climat de terreur là-bas, dans un régime militaire, ils sont en train donc de faire, de suivre à la loupe ce qu'on leur dit de faire. Et comme pour tromper le peuple rwandais et la communauté internationale, on veut faire croire que c'est le peuple qui a demandé ce que Kagame reste. On a changé la constitution, tout ça, amendé quelques histoires là-bas pour permettre à Kagame de rester jusqu'en 2039. Mais ça, c'est une folie. Chers frères, ce qui se passe au Rwanda, moi je peux poser une question. Kagame chante toujours que ceux qui étaient au pouvoir, les Hutus, c'était des mauvais. C'est-à-dire, ils s'étaient accaparés du pouvoir pendant longtemps, ils avaient mis les Tutsis donc de côté, si Kagame et sa clique, c'est-à-dire même, ils ont fui, les autres ont été mis au monde en dehors du Rwanda, c'est parce que le régime qui était là-bas était négatif, le régime des Hutus était mauvais,
C'est pour cela qu'ils se sont battus toute leur vie pour rentrer au pays afin d'arranger les choses. Mais ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas arranger les choses. C'est-à-dire, c'est continuer toujours la même spirale d'égoïsme, d'ethnicisme, hein, de violence. Et moi, je pense que les messieurs qui sont au pouvoir au Rwanda, vous n'allez nulle part. Vous n'allez nulle part. Nous, on s'attendait en tant qu'intellectuels que vous avez condamné les autres, à qui vous jetez l'étiquette de génocidaires, même ceux qui n'ont pas tué, même les enfants qui n'ont rien à faire avec cette histoire. Vous mettez tout le monde dans un sac, ils sont des génocidaires. Ils n'ont pas su diriger le pays, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Donc tout le mal, vous les jetez sur la majorité haute qui est en train de diriger le pays. Et vous êtes venus, c'est-à-dire vous les bons, les gens animés de bonnes intentions selon vous, les gens remplis d'idées, on s'attendait à ce que maintenant vous allez montrer l'exemple à vos frères que vous êtes en train de condamner. Mais ce que vous êtes en train de faire, c'est pire. Si vos frères ont régné dans le passé, c'était dans un système qui n'était pas démocratique. C'était le parti unique, remarqué dans beaucoup de pays d'Afrique. C'était de la même manière au Rwanda, au Burundi, même au Congo, au Zaïre en ce temps-là. La démocratie est venue. Votre pays a connu des secousses et vous êtes revenu d'exil. Et votre calcul, votre façon de revenir, vous savez vous-même, il y a eu un clash là, et vous avez condamné les autres. Maintenant, nous sommes en train de vous regarder. Ce que vous êtes en train de faire, regardez aujourd'hui, c'est pire que ce que les autres, que ce que vous dites que les autres vous ont fait. Vous prenez le pays maintenant, ça devient maintenant une sorte de prison à ciel ouvert. Il n'y a pas de liberté de parole, il n'y a pas de liberté d'exercer les fonctions politiques dans la période appelée démocratique. Vous fermez tout. Vous accaparez de tout. Et votre pays est devenu maintenant, c'est-à-dire un terrain de business. Tout ce que vous êtes en train de faire, moi je pense que ça n'a rien à faire avec un gouvernement. C'est un terrain de business du club de Tutsi de l'Ouganda. C'est tellement grave. C'est vraiment grave. J'ai suivi dernièrement, quand Kagame a manigancé là-bas, a fait changer la constitution là-bas, il y a eu des Tutsis sur la télévision. C'est pas en Belgique, en France là-bas, qu'on a invité là-bas pour faire des commentaires là-bas. J'ai été étonné de voir des gens là, des Tutsis qui se disent intellectuels, en train de défendre l'action de Kagame, tout en sachant que vous êtes une minorité. Or, la démocratie est définie comme la loi de la majorité. Vous fermez tout espace politique, tout espace économique, tout espace de liberté. Une minorité là-bas. L'armée est dans votre main, l'économie dans votre main, partout. C'est vous qui régnez. Vous essayez, vous encouragez votre frère à changer la constitution. Et on vous invite sur une télévision là-bas internationale, vous êtes en train de dire que c'est le peuple qui a aimé Kagame. C'est le peuple qui a voulu aller au Rwanda, il y a toute une autre réalité. Vous croyez que vous allez tromper qui, vous? Hein? Et vous êtes en train de vous réjouir là-bas parce que vos amis, la majorité autour, n'a rien à dire. Vous avez mis tout ce monde-là à côté. Et ce que vous nous montrez, ne croyez pas que le monde est dupe. Ce n'est pas la réalité de ce qui est en train d'avoir lieu au Rwanda. Au Rwanda, il y a une misère très forte. Il y a de ces endroits-là où vous n'autorisez personne à aller avec des caméras.
des photos, aller rencontrer des gens pour parler. Hmm. Vous filmez donc vos affaires, c'est que vous êtes en train de construire là-bas vos buildings, vos histoires là. Ça, c'est pour vous, le club qu'on appelle le club d'Ouganda. Et on vous donne la parole là-bas sur une télévision internationale, comme j'ai dit en France et en Belgique. Vous dites que tout va bien au pays. C'est le peuple qui a voulu ce qui est en train de se passer au Rwanda. Et vous oubliez que vous étiez en train de pleurer hier. Que les Hutus étaient au pouvoir, ils vous avaient malmené, ils vous avaient mis à côté, ils vous avaient fui le pays, les autres vous étiez mis au monde, je ne sais pas, en dehors, parce que le pouvoir qui était là-bas, c'était un pouvoir fantoche. Vous êtes revenus, c'est pour créer des espaces démocratiques. Mais ce que vous êtes en train de faire, vous êtes 2 fois bourreau que les gens que vous êtes en train de condamner. Et vous ne construisez rien. Selon moi, vous nagez toujours dans la même spirale de la violence, de la malhonnêteté, et le pays ne va nulle part, chers frères. Et demain, si les choses changent, vous allez encore pleurer. Et vous allez condamner qui? Non, on s'attendait à ce que vous dites, vous êtes spécial, vous êtes spéciaux, vous êtes intelligent, vous êtes je ne sais quoi, vous êtes venus corriger ceux qui étaient là parce qu'ils étaient négatifs sur beaucoup de plans. Mais ce que vous êtes en train de faire, ce n'est que la série des négativités qui continue. Et c'est ce qui inquiète les gens. Ça montre que devant le pouvoir, vraiment beaucoup de gens oublient tout ce qu'ils disaient avant d'accéder au pouvoir. Alors c'est pourquoi nous vous demandons, chers frères, dans ce pays-là, contrôlez vos paroles, contrôlez vos actes. Il est temps de chercher des voies et moyens pour vous asseoir à une table de négociation avec vos frères. Parce qu'après tout, les Hutus, ils n'ont pas d'endroit où ils peuvent aller. Jusqu'à preuve du contraire, vous n'allez pas dire au monde comme ça qu'ils ne sont pas des Rwandais. Ce sont des Rwandais, ils doivent retourner au pays. Pourquoi vous les excluez du jeu politique, économique, social, culturel? Vous les bannissez, vous les laissez en dehors comme ça. Ça montre que vous avez peur. Et comme pour raison, vous collez l'étiquette de génocidaire à tout le monde. On sait que le génocide a eu lieu il y a maintenant une vingtaine d'années. La plupart des gens, ils étaient des enfants, des bébés qui étaient même leur mère, qui n'ont jamais trempé dans cette histoire-là. Vous fermez tout. Vous menacez tout le monde avec des propos hypocrites. Non, il n'y a rien, ils peuvent revenir, tout ça. Mais quand on voit votre motif, le fond du cœur, vous êtes des sadiques. C'est ça, nous vous disons, il faut vraiment faire attention. Nous sommes la jeunesse d'aujourd'hui, nous ne voulons pas dans la politique de la cruauté, la politique de l'exclusion, qui fait que il y a des gens, quand ils ne sont pas au pouvoir, sont en train de pleurer, comme s'ils vont arranger le pays si on leur laissait les manettes, la gouverne du pays. Mais quand ils prennent le pouvoir, on voit qu'ils deviennent 2 fois encore plus méchants que les gens qui sont en train de condamner. C'est le cas au Congo. C'est le cas au Congo. Quand vous remarquez très bien, les gens qui sont au pouvoir, qui entourent Joseph Kabila, la plupart, j'ai toujours dit, sont des seigneurs de guerre. La plupart étaient des Mobutistes. Ils ont mangé à la même table avec Mobutu. Ils ont pleuré comment Mobutu était mauvais, dictateur, Mobutu les a fait souffrir, tout ça. Ils ont fui pour aller chercher des voies et moyens pour venir chasser Mobutu. Ils ont applaudi quand Mobutu est parti. Laurent Désiré Kabila est venu. Les mêmes gens ont vu que Kabila, Laurent était mauvais. Après trop de complots là-bas, les autres ont même participé à la trahison qui a fait que Kabila a été tué. Ils sont restés maintenant au pouvoir
avec Joseph Kabila. Ceux qui pleuraient au temps de Mobutu, que Mobutu était méchant. Remarquez comment ils sont en train de faire. Du Congo démocratique, ils sont en train d'en faire un Congo dictatorial. Et c'est comme s'ils sont ivres de pouvoir. On voit des gens qui tiennent des langages là-bas, donc qui ne se soucient de rien. C'est comme si on a affaire à des malades mentaux. Remarquez, c'est le même système au Rwanda et au Congo démocratique. Et si nous sautons la frontière, nous allons au Burundi. Pierre Nkurunziza a réussi à le faire aussi. Il était dans la forêt. Il s'est battu avec ses camarades là-bas pour condamner le pouvoir Tutsi qui était au Burundi. Oh, une minorité qui nous a mis à côté, qui nous a traînés dans la poussière, qui nous a pris comme des animaux, qui nous a vraiment dévalorisés. Nous nous sommes battus pour la démocratie, pour regagner le statut de Burundais. Et leur histoire, vous le connaissez, il y a eu des massacres, des tueries ethniques au Burundi aussi. Ce qui a conduit à un mouvement international qui les a poussés à aller s'asseoir à Arusha pour parler. Ils se sont parlé là-bas, ils ont signé des accords d'Arusha suivis de la nouvelle constitution du Burundi qui ont pavé le chemin pour que Burundi soit maintenant un pays là où il ferait bon vivre, là où la démocratie serait respectée, là où les dirigeants montreraient l'exemple, eux qui étaient dans la brousse, dans la forêt, eux qui ont souffert, qui sont revenus maintenant. Nous, on croyait qu'eux aussi, après avoir condamné les autres, les Tutsis du Burundi, que c'était les diables, ils allaient venir maintenant en tant que majorité montrer la bonne voie. Regardez ce qui se passe au Burundi. Pierre Nkurunziza est là. Le pouvoir est sucré. Tout ce qu'il disait de mal de Pierre Buyoya et les autres tous là-bas, il est en train de les faire aussi, au centuple même. C'est comme si un monsieur là qui est étourdi, c'est comme s'il a fumé même du chanvre là, un drogué là. C'est-à-dire, il n'écoute plus personne maintenant. Alors, qu'est-ce que vous allez nous dire? Leader africain, leader de l'Afrique centrale, de la région des Grands Lacs. Alors moi, j'ai compris une chose. C'est pourquoi j'ai dit votre politique, c'est la politique de la jungle. Remarquez, Kabila était là. Le fils de Laurent Désiré Kabila. Bon, des gens qui viennent de la brousse. Kagame aussi, en Ouganda là-bas, Maki, des gens qui viennent de la brousse. Pierre Nkurunziza du Burundi, des gens qui viennent de la brousse là-bas. Alors c'est comme qui dirait, tu peux faire sortir un singe de la brousse, de la forêt, même un gorille, tu peux le faire sortir de la brousse, tu l'amènes en ville. Mais il ne faut pas t'attendre à ce que ce singe-là va changer. Les manières des singes vont rester toujours à l'intérieur de ce singe-là. Même quand vous l'amenez en ville là-bas, il ne va pas s'adapter. Alors c'est ce qu'il y a vraiment une épine sous les pieds des peuples de la République démocratique du Congo, du Rwanda et du Burundi. Pourquoi? Remarquez, comme je l'ai dit, leurs leaders ont prouvé vraiment qu'il leur manque quelque chose, la notion de la civilisation, la notion du sérieux, qui fait ce que quelqu'un, quand il fait la politique, il doit le faire avec certains principes. La politique, ce n'est pas le jeu qu'on doit faire là-bas avec des manières sauvages là-bas, je ne sais pas. Non. Un homme d'État, c'est un homme qui fait des choses en fonction de certains principes. Et ce sont les principes-là qui guident et qui doivent guider toute action politique. Mais on voit qu'au Congo, au Rwanda,
et au Burundi, les dirigeants sont en dehors des principes démocratiques, des principes constitutionnels. Alors, à quoi servent vos constitutions? Quand Kabila vient, Kabila est en train de se battre. Nuit et jour, il ne dort pas pour changer la constitution. Créer quelque chose là-bas pour qu'il demeure au pouvoir 20, 30 ans là. Tu vois un peu, remarque un peu les manières de ces gens-là. Kourouziza aussi. Il l'a fait comme ça à midi, dans les yeux rouges comme ça, comme s'il a fumé des chambres là. Hein? Kagame aussi l'a fait comme ça. D'une manière smooth, comme disent les Anglais, d'une manière douce là-bas, tout en mentant. Non, le peuple me fait. Toi, tu penses que le peuple te fait? Hein? Si tu laisses les Rwandais voter démocratiquement, s'exprimer les sentiments, ce que vous faites au Rwanda, là, à la majorité, les Rwandais ne peuvent pas te reconduire, toi, au pouvoir. Et vous prenez le monde pour le monde des idiots, non. Puisqu'on sait qu'il y a un grand conflit latent dans la société rwandaise aujourd'hui. Il y a une haine terrible dans votre pays. Les Tutsis et les Hutus ne se mettent jamais ensemble là-bas, ne partagent rien. Ne partagent rien. Même quand vous dites non, celui qui va parler des histoires là-bas des Tutsis, des Hutus, c'est interdit par la loi là-bas. Oui, c'est la loi qui le dit. Les gens n'en parlent pas, mais dans les actes. Mais il y a un fossé qui sépare les Tutsis et les Hutus au Rwanda. Il y a même de ces endroits là où les Hutus ne peuvent jamais se rendre. Ce sont des endroits spécifiquement pour les Tutsis. Alors c'est ça la démocratie que vous nous avez amené. C'est ça le changement que vous a amené au Rwanda. Alors vous voyez que les anciens esclaves, quand ils ont la liberté, deviennent 2 fois, même 3 fois méchants que leurs anciens maîtres. Alors c'est pour cela que j'ai dit qu'il y a la jungle politique au Congo, au Burundi et au Rwanda. Et remarquez ces 3 pays-là, à moins que vous soyez endormis pour ne pas savoir ce qui se fait, ce sont les oiseaux de même plumage. Jusque-là, la guerre dans l'Est du Congo ne finit pas. Et selon nos analyses en tant qu'intellectuels, il y a quelque chose qui ne cloche pas. Il y a une relation floue entre le gouvernement de Joseph Kabila et celui de Kagame. Il y a des choses qu'ils font dans le noir pour créer l'insécurité là-bas à la frontière du Congo et du Rwanda. Pourquoi? C'est très simple. Ça permet à ces gens-là de créer la terreur afin d'exploiter les richesses qui sont là, de s'enrichir illégalement. Parce que vous savez, dans un état de guerre, c'est où les gens profitent et ils s'enrichissent comme ils veulent. On a l'Assemblée générale au Congo. Je peux dire, le Sénat est là. On a le Parlement au Congo. J'ai toujours posé cette question. Quand on signe les accords de paix avec Museveni, Kagame, Kabila, le Sénat congolais n'est même pas intéressé dans cette histoire. Le Parlement congolais n'a pas un mot à dire dans cette histoire. Et on a des gens qui se mettent au Congo là-bas qui se disent « je suis sénateur, je suis parlementaire ». Non. Dans un pays qui se dit démocratique, quand il y a une crise, comme cette guerre qui a enlevé la vie à plus de 10 millions de Congolais, c'est une histoire nationale. C'est le peuple congolais, à travers ses représentants, qui doit s'asseoir autour d'une table, c'est-à-dire les sénateurs et les parlementaires, pour prendre ce dossier sérieusement, voir d'où vient le problème. Qu'est-ce que nous allons faire? Où est-ce que nous allons amener le dossier pour finir cette guerre? Mais on n'a que des parlements fantaisistes au Congo et des sénats fantaisistes. De la même manière au Rwanda.
Le Parlement s'est rempli même de femmes là-bas, inexpérimentées, qui ne savent rien de ce qui se passe dans le monde. On présente seulement l'image là-bas des brebis. Non, il y a la parité au Rwanda, il y a tout ça. Pourquoi? On a affaire des gens qui ne vont pas résister, par nature. Oui, je sais qu'il y a des femmes fortes, mais quand vous ramassez des femmes par-ci, par-là dans des quartiers, vous faites un parlement avec des femmes mal préparées, des femmes qui ne connaissent pas la matière politique, alors vous vous attendez à quoi? C'est-à-dire à créer un pays là où vous allez régner éternellement. Alors, nous avons affaire à des dirigeants très dangereux dans la région des Grands Lacs. Très dangereux. C'est pour cela que je dis, il nous faut faire attention. J'ai toujours répété, je suis congolais. Je sais qu'il y a des Burundais, des Rwandais, quand ils vont suivre mon programme, ils vont me dire que je ne sais rien. Comme me disaient certains Burundais avec qui j'ai discuté là-bas, sur les réseaux sociaux là-bas, quand je condamnais l'acte que Pierre Nkurunziza venait de poser, c'est-à-dire en violant la constitution du Burundi et les accords d'Arusha pour se maintenir au pouvoir par la force, en commençant à tuer les Burundais tous les jours là-bas comme des animaux. Il y a eu des Burundais. En lisant mes commentaires, en suivant mes deux vidéos précédentes, ont commencé à m'écrire. Moi, j'ai étalé mes convictions d'un homme de droit. Puisque vous savez, quand nous faisons des vidéos, je dois vous dire une chose. Il y a une chose que vous ne savez pas de moi. Moi, quand je fais des vidéos, d'abord, je ne les fais pas en tant qu'un homme politique. C'est ça la différence. Moi, je le fais avec, je le fais avec l'esprit d'un homme des droits de l'homme. Je suis un défenseur des droits de l'homme. Ça peut vous dire, il y a une très grande différence entre un homme qui parle pour défendre les droits de tout le monde et celui qui parle pour défendre ses convictions politiques, c'est-à-dire au nom d'un parti politique. Automatiquement, les adversaires, vous n'allez pas leur donner une fraction donc de plaisir, de pouvoir, vous n'allez pas les entendre, vous n'allez pas avoir confiance en eux. Bon, votre jeu, c'est pour faire tout, pour les mettre par terre et gagner, rester au pouvoir, le conserver pendant un temps plus long. C'est ça le problème, c'est ce que je voulais dire. Moi, dans mes convictions, je parle d'abord en tant qu'un homme de droits de l'homme, un activiste des droits de l'homme. Alors, pour revenir à ce que je disais, je condamnais les actes que Pierre Nkurunziza était en train de faire au Burundi. Il fallait voir. Il y a eu tout un SM de Burundais là-bas en train de m'écrire. Toi, tu ne connais pas ce qui se passe au Burundi. Parle-nous plutôt du Congo démocratique. Les autres ont commencé à m'insulter. Oh, ceci, c'est là. J'ai posé des questions à ces messieurs-là. Ces Burundais qui m'insultaient. Oui, ce que je vous écris, c'est ce que moi je connais. Et ce que je connais, c'est universel. Un président qui viole la Constitution pour se maintenir au pouvoir, c'est illégal. Vous pouvez monter et descendre. Ce monsieur-là, Pierre Nkurunziza, a violé la Constitution. Vous n'allez pas nous dire, non, il y avait des mesures, tout ça. La Constitution. Je vais faire un programme prochainement. Ne croyez pas que votre Constitution est mystérieuse. C'est-à-dire, elle est cachée là-bas quelque part dans les nuages, là-bas au ciel. Non. J'ai ça dans un programme de mon ordinateur, c'est PDF. Prochainement, je vais amener ça. Je vais lire des extraits de la Constitution du Congo démocratique, du Rwanda et du Burundi, pour vous prouver que vous tapez à côté. Si vous dites dans le monde aujourd'hui, vous dites à quelqu'un que toi, tu ne peux pas savoir ce qui se passe dans notre pays. Non. J'ai discuté avec ces Burundais-là. Ok, vous dites que moi, je ne sais pas ce qui se passe dans votre pays, mais vous qui connaissez tout de votre pays, dites-moi, qu'est-ce qui ne va pas juste? Pendant 2 jours, 48 heures, je vous dis, ces Burundais-là ne m'ont pas répondu. Ils ne faisaient que m'insulter.
Oh, Congolais, va chanter la musique là-bas, va chanter l'Ndombole. J'ai dit non, intellectuels d'Afrique centrale, région des Grands Lacs, nous n'allons pas arranger les choses, nous n'allons pas conquérir. Donc, notre pays, nos pays, je veux dire, pour les faire sortir du gouffre, du mal, de la négativité, afin de les remettre sur les rails du bien. Si nous ne faisons que nous insulter, moi j'avance mes idées. Au lieu que vous puissiez me corriger, vous qui connaissez la réalité de votre pays, de la région des Grands Lacs, vous ne faites que me dire que tu comprendras la situation de Burundi, mais qui vous a dit ça? Alors j'ai remarqué que j'avais affaire à des fanatiques. Des fanatiques. Et le fanatisme, c'est ce qui tue l'homme noir. Remarquez dans d'autres pays, les Occidentaux. Pourquoi est-ce qu'ils avancent? Parce que ce sont des gens qui mettent des principes sur la table. Et tout le monde doit suivre ces principes là-bas. Le jeu politique doit se jouer dans le cadre des principes. Tu ne dois pas aller en dehors de ces principes là-bas. Tu deviens illégal et traître. C'est la haute trahison, on doit t'arrêter. Tout ça. Alors quand nous parlons en tant qu'Africains, c'est pour échanger les idées et les autres qui n'amènent rien sur la table. Si vous pensez que vous savez beaucoup de choses que les autres, pourquoi ne pas faire un livre, par exemple? Pourquoi ne pas même écrire? Faire votre blog, là-bas, vous écrivez pour nous enseigner, nous les ignorants. Pourquoi ne pas faire des vidéos, comme je suis en train de le faire, il y a beaucoup de gens qui le font. Faites des vidéos pour nous apprendre, nous tous. Pour nous dire, hey, écoutez, Congolais, il ne faut pas parler du Burundi, là tu es dans l'erreur. Le problème au Burundi, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et le problème au Rwanda, c'est ça, c'est ça. Tu nous enseignes. Tu nous prouves que nous sommes dans l'erreur. Quand nous condamnons les actes de vos dirigeants que vous soutenez. Mais il y a des gens qui ne prouvent rien, à part les insultes. Et nous ne pouvons pas construire l'Afrique centrale, la région des Grands Lacs, de cette façon-là. Comme je l'ai toujours dit, ce qui se passe au Burundi et au Rwanda ont et auront toujours un impact sur la République démocratique du Congo. L'histoire ne fait que se répéter. Mais malheureusement, il y a des gens qui ne savent pas de quoi il est question. Mais je ne sais pas à quel âge vous avez. Peut-être, je ne sais pas. Puisque sur Facebook, il y a beaucoup de gens qui se cachent, qui ne mettent jamais leur vrai nom d'abord. Les photos qu'ils mettent là-bas, ce ne sont pas même pas leurs vraies photos. Il y a des cas rares là où tu vois quelqu'un qui met là, c'est son vrai nom, son nom de profil, sa photo de profil, qui fait des vidéos comme nous faisons. Des vidéos, nous mettons des photos, nous faisons des commentaires. Ouvertement comme ça, vous nous voyez, vous nous connaissez. C'est un Congolais vivant aux États-Unis, il est en train de parler de son pays, tout ça. Après, je me sens libre, c'est mon pays, ce n'est pas le pays d'un monsieur pour lui-même, c'est le pays de nous tous. Mais vous qui vous tapez la poitrine, que vous connaissez très bien l'histoire de votre Burundi, de votre Rwanda, que nous, vous avez même peur de mettre vos vraies photos sur Facebook. Vous ne pouvez même pas faire des vidéos. Vous avez peur que quelqu'un va vous voir, vous déchiffrer. Hein? Il va vous chasser là-bas comme un gibier pour vous éliminer. Alors, dites-nous la vérité. Et vous n'allez pas nous dire que nous sommes des ignorants. Non. Ce qui ne va pas chez vous, c'est quoi? C'est la haine. C'est ce qui a caractérisé l'histoire du Rwanda et du Burundi depuis des temps immémoriaux là-bas. On sait que à l'époque coloniale là-bas, les Allemands, les Belges, je ne sais pas tout ça, ils ont même utilisé ça comme une arme pour séparer dans les classes sociales là-bas, en ethnicisant la situation là-bas. La philosophie de séparer pour mieux régner. C'est ça. Et on vous a laissé ce virus-là. En tant qu'intellectuel, c'est le moment de nous tenir debout, nous-mêmes. La jeunesse d'aujourd'hui, il ne faut pas raisonner comme nos grands-papas
qui ne connaissent absolument rien. C'est le moment de nous tenir debout, de nous regarder en face. Tutsis, Hutus, Congolais, regardons-nous en face. Qu'est-ce qui ne va pas dans la région des Grands Lacs? Et ce faisant, nous allons savoir d'où vient le mal. Si ça vient de tels dirigeants, telle classe politique, c'est à nous, la jeunesse, de tout faire pour bloquer ces gens-là, leur dire la vérité, les chasser même de pouvoir, pour que nous ne puissions plus continuer à être une génération sacrifiée. Regardez dans d'autres pays, on était même des bébés, on a grandi, il y a même les cheveux blancs qui commencent à nous pousser. Ces gens-là étaient au pouvoir. On a grandi, on est devenus des papas. Ils sont encore au pouvoir. Et quand nous voulons ouvrir la bouche pour les critiquer, commenter là-bas, ils ne veulent pas. Et ils veulent mettre un système en place pour nous bloquer encore davantage, donc sacrifier nos vies. C'est comme si nous sommes venus les accompagner. Nous sommes venus les accompagner dans ce monde. Non. C'est pour cela que j'aime la chanson d'Alpha Blondy qui dit « Tout change, tout évolue. Mais seuls les imbéciles ne changent pas. » Qui est même le générique de mon émission. Chers amis du Congo, du Rwanda et du Burundi, nos dirigeants ont une mauvaise foi. Et ne pensez pas que la solution viendra d'ailleurs. Échangeons les idées. Ne sommes pas sur le net là-bas pour nous insulter là parce que tu es tout si tu n'es pas d'accord avec les Hutus là-bas, c'est-à-dire toi tu ne raisonnes plus. Toi tu raisonnes en Tutsi. Un autre là qui est, je ne sais pas, au Burundi, lui est en train de raisonner en Hutu. Vous n'allez rien arranger dans vos pays. Ôtez ce masque Tutsi, ce masque Hutu, mettez ça un peu par terre. Raisonnons, mes chers amis. Et ce ne sont pas les mamans du marché. Ce ne sont pas les enfants là qui jouent les billes là-bas sur le trottoir, comme je l'ai toujours dit. Ce ne sont pas des ivrognes là qui vont arranger le problème. C'est nous qui disons que nous sommes des intellectuels. Remarquez aujourd'hui, un Congolais devant un Rwandais, ce sont des ennemis. Pourquoi? La politique. Les dirigeants qui dirigent le pays, ils s'en foutent de la jeunesse, de l'avenir de ce pays-là. C'est leurs intérêts et les intérêts des conglomérats là-bas, des Occidentaux, qui les intéressent. Vous avez suivi la situation au Burundi. Les gens sont en train de mourir tous les jours. Nkurunziza est en train de tuer les Burundais tous les jours. Et quand vous suivez le langage des politiciens burundais, oh, on est bien, il n'y a rien qui se passe. Vous allez tromper qui? Vous allez tromper qui, chers amis? La situation est catastrophique au Burundi. Tout est illégal. Les gens ne parlent plus, les gens ont peur. Nous sommes des Noirs en Afrique et nous avons toujours l'habitude de condamner les Blancs, oui. Un Blanc est là pour des intérêts. Un Blanc n'a jamais eu d'amis. Un Blanc est là pour des intérêts. Et c'est pour cela même il évolue. Quelquefois, moi j'ai toujours dit, parfois c'est bien. Du moins, lui est clair. C'est-à-dire, s'il vient chez toi là-bas, c'est pour les affaires. Donnant, il vous paye là-bas, il part. Et comme les Africains sont des idiots, les dirigeants africains, la plupart sont des idiots, ils sont même prêts à vendre leur pays, leur dignité. Ils disent non, la démocratie, non, nous sommes comme ci, comme ça. Non. Ils vendent tout pour leur sécurité à eux seuls et à leur famille, tout en lâchant le reste de leur pays. Nous condamnons les Blancs, comme je l'ai dit. Nous avons l'habitude de condamner les Occidentaux. Chacun doit jouer sa part. C'est vrai. Remarquez en Afrique, la plupart des malheurs que nous avons, nous en tant qu'Africains, 20% doivent reposer sur les épaules de nos dirigeants, qui sont des margoulins, des malhonnêtes, des satanistes, des gens de mauvaise foi. Mais 80% de nos malheurs sont fabriqués dans les laboratoires de l'Occident. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de leaders.
On a des égoïstes là-bas, des charlatans, des sorciers qui prennent le pouvoir là-bas. C'est pour donc boire le sang de leur population. Des vampires. On vous a laissé la situation au Burundi. Il y a eu la réunion dernièrement, hein, dans leur clique là, qu'ils appellent même l'Union africaine, vous avez vu. Vous vous plaignez, le blanc intervient dans nos histoires, laissez-nous. On vous a laissé là. Qu'est-ce que vous avez fait? On est en train de tuer les Burundais. Les présidents vont là-bas comme des moutons, là, hein, des sorciers, elles se mettent là. Ils n'ont rien fait. Les gens sont en train de mourir parce que vos enfants et vos femmes, vos familles sont en sécurité quelque part là. Les enfants des autres sont en train de mourir. Vos présidents africains n'ont rien fait pour aller sauver le Burundi. Il est temps. Ça a commencé au Rwanda en 1914. En 1900, je veux dire, 94, c'était comme ça. C'était comme dans des blagues. Et de petites tueries là-bas, conflits, ça s'est transformé en un grand génocide du siècle. Il y avait moyen de prévenir ça. Parce que la situation au Burundi, les journalistes, je veux dire la situation au Rwanda en 1994, il y a des gens qui accusaient ça, les gens qui écrivaient, qui alertaient la communauté internationale. Les Africains avaient les oreilles fermées et leurs yeux. Les Occidentaux avaient aussi leurs calculs. Car même si vous mourrez, ce n'est pas leur affaire. Ils sont en insécurité, leurs enfants sont bien là-bas, en Occident. Jusqu'à ce que la situation a dégénéré au Rwanda. Et c'était trop tard d'intervenir. On a vu des gens venir là-bas sur le talon, sur le bout des pieds là-bas, honteux. Des dirigeants d'Afrique et des dirigeants occidentaux venir là-bas pour voir maintenant tout un tas de cadavres. Ça a commencé, comme c'est en train d'être fait au Burundi par Nkurunziza, petit à petit. Vous tuez deux personnes à gauche, vous tuez à droite, vous entrez dans une maison, vous tuez le père de quelqu'un, la mère de quelqu'un, vous tuez son frère, hein? Le frère d'un jeune homme là-bas qui le soutient. Son père, c'est lui qui paie ses études, c'est lui qui le supporte. Qu'est-ce que vous plantez dans la tête de ce jeune homme-là? N'est-ce pas la haine éternelle? C'est pour cela même des enfants, ils quittent là, ils vivent. Il n'a rien à perdre maintenant. Vous avez tué son père, sa mère, je ne sais pas, il n'a plus de source de revenus. Il ramasse n'importe quoi. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont en train de jeter des grenades. Sur les policiers, sur quoi là-bas, parce que ce sont des désespérés, vous les avez déjà tués moralement, ils sont finis. Et vous croyez que vous allez finir la violence au Burundi en exerçant une autre forme de violence. Vous vous trompez. Les dirigeants africains, je le disais, les Européens, les Occidentaux, je veux dire, peuvent jouer la carte rapidement. Ils peuvent vous sauter s'ils veulent pour aller arranger les choses au Burundi de leur manière. Mais comme vous avez l'habitude de vous plaindre, non, nous sommes des pays souverains, nous sommes des dirigeants. Ils vous ont laissé la carte sur la table à l'Union africaine. Vous êtes allés là-bas, comme je dis, des sorciers. Vous n'avez rien fait. Pourquoi? Remarquez, la majorité d'entre vous sont des dictateurs, des gens qui sont au pouvoir pendant beaucoup d'années. Est-ce qu'un Robert Mugabe peut condamner Pierre Nkurunziza? Un Idriss Déby? Remarquez, un Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, un Paul Biya du Cameroun peut condamner Pierre Nkurunziza. C'est pour cela qu'ils n'ont pas ouvert leur bec là-bas, leur museau, ils étaient là. Parce que la plupart sont des malfaiteurs, des dictateurs qui sont arrivés au pouvoir par des putsch, qui sont en train de malmener leurs concitoyens, qui sont en train de se prendre pour des dieux et qui sont en train de réclamer encore la prolongation de leur séjour à la tête de ces pays-là. Les gens sont en train de mourir au Burundi. Et je suis sûr. C'est pour ça que les Occidentaux se rient des Africains. Jeunesse africaine, on n'est pas représenté. Et demain, l'Occident
Ne croyez pas que l'Occident manque de moyens et de stratégies pour aller au Burundi. Burundi, c'est quoi? C'est un petit pays pauvre et là, il n'y a rien. Burundi ne peut pas tenir un jour si les Occidentaux disent qu'ils vont entrer là-bas. Ils vont frapper et Nkurunziza va même fuir. On va même l'arrêter. Il ne foutra rien. Et vous tous, vous n'allez même pas ouvrir votre bouche. Or, c'était le moment de conseiller votre ami, de chercher des solutions là-bas. Vous n'avez rien fait. Un petit pays comme le Burundi. On a vu des Saddam Hussein là-bas. Des pays riches qui avaient l'arsenal. On a vu la Libye de Kadhafi. Kadhafi avait des avions de chasse, avait des chars de combat, des autoblindés, il avait l'argent. Son armée était forte, organisée. Les Occidentaux ont eu raison de lui. Pour ça, nous vous disons, chers dirigeants africains, spécialement dirigeants congolais, rwandais et burundais, on en a marre. On en a marre. Laissez la jeunesse s'exprimer. Laissez le peuple s'exprimer. Vous n'allez pas tromper tout le monde. Vous pouvez tromper un petit groupe de gens pendant un moment donné, mais vous n'allez pas tromper tous les Congolais, tous les Rwandais, tous les Burundais, tout le temps. Vous vous trompez. Vous allez faire face à la réalité un jour. Et nous allons vous poser des questions. Et nous voulons que les choses s'arrangent. J'ai discuté avec quelqu'un il y a quelques jours qui croyait que si on envoie des troupes africaines au Burundi, ce serait une forme d'injustice. Selon lui, il ne faut pas les envoyer. Qu'ils viennent faire quoi? Parce qu'il est du côté de Nkurunziza. C'est-à-dire, quand les autres Burundais là, sont en train de mourir, lui, ça ne lui dit absolument rien. Parce que si ce n'est pas lui qui est au pouvoir, c'est son frère peut-être. C'est son père, sa tante. Là, ils sont en train de manger, ils jouissent de luxe là-bas. Et ça ne leur dit absolument rien. C'est pour ça qu'ils sont en train de dire non, que les forces africaines viennent faire quoi? Nous allons les combattre. Les forces africaines ne sont pas malades. Même l'ONU, qui veut envoyer même les casques bleus au Burundi, ne sont pas malades. Si vous ne voulez pas qu'on vous envoie l'Union africaine, les forces de l'Union africaine, si vous ne voulez pas qu'on vous envoie les casques bleus de l'ONU dans votre pays, mais comportez-vous sagement. Respectez la Constitution. Quand vos 2 mandats touchent à la fin, ne falsifiez pas la Constitution. Partez gentiment là-bas, on va vous respecter. Un homme sage, vous allez rester à votre ferme, rentre là-bas. On viendra même vous consulter comme un grand sage là-bas. Vous allez maintenant écrire des mémoires là-bas. Est-ce que vous avez vu l'Union africaine? L'ONU envoyait ses soldats en Tanzanie, au Sénégal, au Burkina Faso. Non. Parce que les dirigeants sont sages là-bas. S'ils arrivent à la fin, ils plient bagage, ils laissent la place à une autre personne s'il fait 2 mandats selon ce que la Constitution dit. Mais ce n'est que vous, surtout en Afrique centrale, vous ne voulez pas lâcher. Alors, vous représentez qui? Ça montre que vous travaillez pour vous-même. Alors, je lance un appel à la jeunesse en Afrique centrale, dans la région des Grands Lacs, spécialement au Congo démocratique, au Rwanda et au Burundi. Nous devons nous lever par tous les moyens pour dire non à ces dirigeants qui veulent encore faire revenir le spectre du désordre, de la dictature, du démonisme et du satanisme dans les 3 pays que je viens de mentionner. Nous devons nous lever, chacun dans son coin, pour dire non, pour dénoncer tout ce qu'ils font. Vous allez vous dire, non, vous êtes à l'extérieur, si vous voulez combattre,
Comme il y a un monsieur là, je ne sais pas, Papi Tamba, au Congo. C'est un monsieur là, quand vous le regardez la tête, je le vois en train de parler à Kinshasa. Sur Télé 50, souvent, il intervient là, on voit sa tête, un monsieur là, gros ventre, avec un français là. Moi, je croyais que c'était un monsieur intelligent. Hein. Quand il parle là, mais quand vous lisez aujourd'hui des choses qu'il fait, des choses qu'il écrit même sur Facebook, moi, ça m'étonne. Le Congolais, vous êtes des malades mentaux. La constitution du pays dit que le président a droit à 2 mandats seulement. Quand il finit, il doit aller pour laisser la place aux autres. Dans son parti politique, le PPRD, pour le citer que le cas de Kabila, il y a beaucoup de gens qui peuvent faire, qui peuvent se lever pour briguer, pour se tenir là-bas aux élections afin de continuer l'idéologie de PPRD. On voit des intellectuels comme ce Papi Tamba, là, je suis en train de mentionner. Il est en train d'encourager le glissement. Il est en train de rigoler, donc d'insulter tous les autres opposants. Mais ça, c'est une maladie. C'est ça la maladie des Congolais. Le même Papi Tamba, je l'ai déjà suivi dans beaucoup de ses interventions. Il a une haine pas possible devant la personne d'Honoré Ngwanda, qui fut le chargé de sécurité de Mobutu là-bas, c'est pas la famille Mobutu, tout ça. Papi Tamba n'aime pas Honoré Ngwanda. Comme d'ailleurs beaucoup de Congolais. On condamne Honoré Ngwanda pourquoi? C'était un terminator. Il a fait souffrir beaucoup des Aïrois. Il a fait tuer beaucoup de gens. Il a fait fouetter beaucoup de gens. Fait torturer beaucoup de Congolais Aïrois au temps de Mobutu. Il était même conseiller spécial de Mobutu pendant les dernières heures de Mobutu. Mais il n'a pas su dire à Mobutu non, la pression est forte, nous devons partir, nous avons accumulé beaucoup de richesses, le pays ce n'est pas un bien privé, nous sommes en train de faire souffrir les Aïrois qui sont propriétaires du pays. Ngwanda n'a pas dit ça. Ngwanda a tenu avec la clique de Mobutu jusqu'à ce que l'histoire a eu raison d'eux. Papi Tamba, tout comme beaucoup de Congolais, nous condamnons l'attitude de Ngwanda et des Mobutistes. Mais aujourd'hui, Papi Tamba, le même Papi Tamba, est en train de faire des bêtises. Il est en train de soutenir Joseph Kabila pour qu'il change la constitution, pour qu'il glisse et reste le président. Il est en train même de rigoler. Hein? Donc, de faire des caricatures, donc de se rire des gens qui sont en train de lutter pour voir la démocratie être respectée au Congo. Alors, vous avez fait vos universités où? Ça montre que vous faites la honte des Congolais. Vous êtes des profiteurs là-bas, des garçons de course. Si vous voyez que Joseph Kabila, pour vous, c'est votre Dieu. Donc, il vous a donné dans la vie ce que vous n'avez pas eu. Ce que vous n'avez jamais rêvé avoir dans votre vie. Prenez Joseph Kabila, amenez-le chez vous au village. Qu'il devienne votre roi au village natal. Amenez-le chez vous au village natal. On n'en a pas besoin. Si vous voyez la démocratie, c'est qu'il reste là illégalement, contrairement à l'avis de la majorité des Congolais. Mais prenez Joseph Kabila, à la virgule, je ne sais pas chez vous, c'est le Bakongo là au village, qu'il reste là. Tout celui qui veut qu'il reste, prenez-le, qu'il soit votre président chez vous au village. Nous, les Congolais, on ne veut pas de ça. Nous sommes un pays riche. Vous avez pillé le pays, vous manquez même d'argent pour organiser les élections. Nous ne voulons pas de ça. Prenez Joseph Kabila, allez avec, chez vous. Et demain, vous êtes là, en train de faire la propagande du mal. Et j'allais oublier de vous dire, parce qu'au Congo, on a trop d'hypocrites. Même s'il y a des gens qui n'ont pas encore dit ceci. Moi, je parle avec beaucoup de gens. À Kinshasa, déjà, quand vous suivez, il y a un mouvement anti-Baswahili. Vous savez, beaucoup de Kinois n'aiment pas les gens qui parlent le Swahili. Pourquoi ils sont supposés être des supporters de Joseph Kabila? Kabila, c'était un Swahili. Ils étaient venus avec les Ougandais, les Rwandais, vous savez, c'est le Swahili là.
qu'ils parlent. Et c'est sûr, dans beaucoup de provinces, il y a eu des jeunes qu'on a affectés à Kinshasa là-bas, dans les services militaires, d'autres postes là-bas dans des bureaux, tout ça, qui parlent le Swahili. On parle avec des gens. Il y a déjà un mouvement anti-Baswahili à Kinshasa. Alors, vous comprenez que ce ne sont pas tous les gens qui parlent le Swahili qui supportent Kabila. C'est pourquoi je demande à nos frères kinois de raisonner aussi, d'être calmes. Nous qui vous parlons ici, nous parlons Swahili. Mais nous nous levons, nous faisons des vidéos, nous faisons des émissions, nous condamnons Joseph Kabila de ne pas faire ce qu'il veut faire. Ça serait encore ramener le pays. Il dit, oh, je suis pacifiste, mais il va encore ramener le pays dans une guerre là, farouche. Et la guerre n'est pas encore finie dans l'Est du Congo. La guerre n'est pas finie dans l'Est du Congo. Là, on voit des rébellions, les ZADF Nalou, qui sont des rebelles ougandais, mais une rébellion, selon notre façon de voir, selon la façon dont nous nous connaissons, une rébellion, c'est un mouvement là-bas qui se rebelle contre le pouvoir de son pays. C'est-à-dire c'est un mouvement qui doit aller combattre le pouvoir de son pays. Mais curieusement, les ADF Nalou ne combattent jamais Museveni. Ils combattent les Congolais, ils tuent les Congolais. Alors, en clair, est-ce une rébellion congolaise ou bien ougandaise? C'est ça le désordre que nous refusons. Nous ne voulons pas demain que les gens puissent nous dire que oh, les Baswahili ont fait ceci. Non. Il y a des Baswahili qui raisonnent. Les Baswahili qui sont prêts, qui combattent tous les jours pour que la constitution du Congo soit respectée. C'est ce qu'on demande aux Kinois de ne pas mélanger les chèvres et les moutons. Nous avons toujours parlé et nous parlerons toujours. Si nous avons condamné Mobutu dans le passé, nos pères, même nous, quand on était jeunes, on grandissait, on comprenait la chose politique. On avait compris que beaucoup de choses que Mobutu faisait, c'était mauvais. Et à un moment donné, parce que Mobutu, en tant que Mongala, il y avait quelque chose là, les gens parlaient, les Bangala, tout ça. C'est le même vocabulaire qui revient aujourd'hui avec les Swahili. Nous devons éviter ça. Et la meilleure façon d'éviter ça, c'est de respecter la Constitution. C'est pourquoi nous, intellectuels congolais, jeunesse, nous demandons au pouvoir en place de jeter l'éponge, d'aller aux élections. Puisque la manière dont vous faites les choses, tout est mis en place pour rester au pouvoir éternellement, violer la Constitution, et vous êtes prêts. Vous êtes en train d'acheter déjà des véhicules là-bas, anti-émeutes, je ne sais pas, des autos blindés, vous êtes en train d'acheter tout ça, l'arsenal. Cet argent que vous êtes en train de dépenser pour l'arsenal, si vous le dépensiez pour les élections, ça allait être mieux. L'Angleterre vous a proposé de vous donner 550 millions de dollars américains pour organiser les élections. Si vraiment vous manquez d'argent, si c'est l'argent qui vous fait défaut, il fallait prendre cet argent. Le Congo a beaucoup d'argent. Pendant tout ce temps, vous n'avez pas fait de budget dans un pays qu'on appelle la République démocratique du Congo, un pouvoir qui règne là-bas plus de 10 ans. Vous ne savez pas faire un budget. Il n'y a pas de ministère là qui sait qu'à chaque période, à telle période, c'est la période des élections, soit des élections municipales, élections provinciales, élections présidentielles. Il doit y avoir un budget pour ça. Et quand vous ne faites pas ça, des défaitistes, des gens qui ont échoué, mais qui collent toujours au pouvoir, mais ça, c'est nous prendre pour des imbéciles. Alors, ce que j'avais à dire, avant que je ne finisse,
Je reprends la jeunesse dans la région des Grands Lacs. Je m'adresse aux intellectuels, aux hommes de bonne volonté. Lèvons-nous partout où nous sommes. D'une manière intellectuelle, bousculons ces gens-là pour qu'ils lâchent le pouvoir s'ils sont dans l'illégalité, pour qu'ils respectent la Constitution s'ils sont en train de vouloir la trafiquer. Car ils ont déjà fait leur temps. Les victimes, c'est nous, la jeunesse d'aujourd'hui. Avoir des présidents donc, qui n'ont pas de sentiments, qui ne respectent pas le bien public, ça représente déjà un danger pour les 3 pays là-bas. Et nous savons, c'est un circuit. Je suis congolais. Quand je parle, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas un lien entre Joseph Kabila et Nkurunziza. Car Nkurunziza est venu fabriquer, former ces Imbonerakure au Congo. Vous n'allez pas me dire que Joseph Kabila ne savait pas. Vous n'allez pas me dire que c'est par hasard. Car nous savons, c'est ce même circuit-là. Et demain, pas même demain, au moment où je suis en train de parler, vous entendez, il y a le mouvement des hommes armés burundais qui traversent la frontière qui entre au Congo pour tuer les réfugiés burundais qui ont fui, qui sont au Congo. Et le gouvernement congolais est là. Et les journalistes et les gens des droits de l'homme qui fuient, qui traversent, qui quittent le Burundi, qui entrent au Congo, le gouvernement congolais les arrête là-bas et a même tendance à vouloir retourner au Burundi pour que Nkurunziza puisse les tuer convenablement. Si vous êtes en train de voir la différence entre Joseph Kabila, Pierre Nkurunziza et Paul Kagame, moi je ne vois pas de différence. Ce sont les oiseaux de même plumage. Ce sont les oiseaux de même plumage. Et je sais, un trouble au Burundi, un autre trouble au Rwanda. Souvent, si vous remarquez, c'est le Congo qui paye le pot cassé. Pourquoi? Les rebelles ont toujours eu besoin d'argent. Tu ne peux pas faire la rébellion si tu n'as pas de moyens. Et les moyens faciles, c'est dans les forêts du Congo. Quand ils entrent au Congo, c'est là, il y a des richesses. Ils doivent entrer là-bas, occuper des territoires là-bas, là, il y a des pierres précieuses là-bas, ils vont exploiter là-bas, faire le trafic, acheter des armes là-bas à la sauvette pour raffermir leur rébellion, tout ça. C'est pour ça que nous disons, un Congolais, nous avons le droit de dire, Monsieur Rwandais, Burundais, arrangez les choses chez vous. Kabila est dans le même jeu que vous. C'est pour cela qu'il a même échoué d'organiser les choses, de faire pression sur le Rwanda pour que les Rwandais puissent rentrer chez eux. Les Hutus ont le droit de rentrer chez eux. Qu'ils se mettent avec les tous là-bas, qu'ils conduisent leur pays, qu'ils construisent leur pays. Tous, ensemble. C'est ça, le devoir que Kabila devait faire. Et les autres présidents de l'Union africaine, ils n'ont rien fait. Alors, merci de m'avoir suivi. Je m'adresse à la jeunesse en Afrique et partout dans le monde, spécialement au Rwanda, au Burundi et au Congo démocratique. Nous devons raisonner d'une manière classique, d'une manière juste. Laissons les sentiments, car nous allons perdre trop de temps à ne rien faire. Et en fin de journée, nous allons regarder comme ça. On n'aura rien fait, on n'aura rien profité, et les mêmes sorciers, si pas eux, ils vont laisser le pouvoir à leur famille, à leurs amis, ils vont continuer avec le circuit. Et qui doit faire quelque chose pour que ce circuit, pour que le mal puisse cesser? C'est vous, c'est moi. Je vous remercie et ne jamais trahir le Congo.
destiny.